Oh, justice pour Maman Blanche, ça continue, ça ne s'arrête plus. Pendant que le pasteur Marcelo prêche dans son église la compassion à Kinshasa en direct, ici à Paris, des militants sont descendus pour réclamer justice. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Ah, Blanche a un esprit fort. Et mes abonnés, sortez à l'heure où je vous parle. C'est grave sur Marcelo comme ça. Les Congolais de l'Europe se sont levés en train de faire une marche actuellement à l'heure où je vous parle. Marcelo assassin, Marcelo criminel, il mérite la prison. Justice pour Maman Blanche. Président Tshisekedi, le peuple vous regarde. Oh, justice pour Maman Blanche, ça continue, ça ne s'arrête plus. Pendant que le pasteur Marcelo prêche dans son église la compassion à Kinshasa en direct, ici à Paris, des militants sont descendus pour réclamer justice. Ils veulent la chute du pasteur Marcelo ou encore la chute de d'autres pasteurs en général. Non, pasteur Marcelo, la diaspora ne s'en fout pas. La diaspora ne s'en fout pas. La diaspora veut la justice pour Maman Blanche Kandolo. D'autres implorent même l'implication de la première dame congolaise Denis Nyakeru ou encore du président de la République de se saisir de cette affaire afin d'apporter des éclaircissements. Ouais. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que les gens exagèrent, les ennemis en profitent alors que le problème ne les concerne pas directement? Ou simplement tu t'es dit pasteur Marcelo c'est devenu un personnage public et Maman Blanche était aimée par plusieurs personnes, ils ont ou elles ont la légitimité de réclamer la justice. Marcelo assassin, continue toujours pour régner la Congo. Juste un petit rappel, mon très cher frère, les crimes parfaits ça n'existe pas. Ça n'existe pas les crimes parfaits. Marcelo, tu peux bel et bien échapper à la justice des hommes. Tu peux bel et bien échapper à la justice congolaise, mais tu le sais très bien que tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. Marcelo, la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, Marcelo. Mais aussi, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, Marcelo, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus d'un an que tu as commandité la mort de notre sœur Blanche Kandolo Tunasi. Tu crois pouvoir échapper à la justice, mais je te promets, c'est pour bientôt. Ton humiliation arrive. Le pauvre arrive, Marcelo. Tu seras humilié. Tu seras humilié, Marcelo. Dieu va t'exposer. Sache-le, on n'est pas aussi con que ça. Quand tu nous traites des dernières de la classe, c'est parce que tu te crois intelligent. Effectivement, tu as raison de te croire intelligent parce que tu as fait fortune derrière les gens. Derrière ces mêmes fidèles aujourd'hui que tu traites des cons. Marcelo, c'est pour bientôt. Et surtout, n'oublie pas, n'ose pas fouler la terre de France. N'ose même pas. N'ose même pas mettre tes pieds ici. On va te faire Kamundele, Marcelo. C'est une promesse. Donc la justice pour Maman Blanche Kandolo Odia. La pauvre, la maman de Maman Blanche mérite de faire son deuil dans le calme. C'est pourquoi nous voulons la justice, rien que la justice. Si tu es un homme de Dieu sérieux et sincère, calme tout ça et trouve la solution. N'est-ce pas, il y a des solutions dans la Bible. Trouve des solutions, afin que le monde puisse avoir la paix. Ce n'est pas qu'une affaire de Congolais, c'est une affaire de l'Afrique. Et déjà, c'est l'Afrique qui gagne. J'ai des mamans qui viennent de la Belgique, j'ai des mamans qui viennent de l'Allemagne. Nous sommes là pour la justice, de Suisse aussi. Ça veut dire que c'est une histoire tout au monde. De l'Afrique tout entière, nos audiences. De l'Afrique tout entière. Maman, c'est l'Afrique qui s'élève et c'est l'Afrique qui gagne. Donc je vous remercie et je remercie toutes les personnes qui sont là pour la bonne cause. Nous ne voulons pas la guerre, mais la paix pacifique et la justice. Ah, Blanche a un esprit fort. Blanche a un esprit fort. Regardez comment la dame là est en train de résoudre son meurtre depuis l'au-delà. Elle est en train de résoudre son meurtre depuis l'au-delà. L'année dernière, quand cette dame est décédée, j'ai dit Marcelo a tué sa femme. Les gens m'ont dit oh non, non, chocolat, oh non, non. La dame là, jour pour jour, elle est en train de mener l'enquête. Elle est en train de dévoiler. Elle est en train de faire sortir les preuves. Aujourd'hui, il y a eu une marche pacifique à Paris. On est déjà à Paris. On est déjà à Paris. Les gens ont fait une marche pour dénoncer ce que les femmes des pasteurs vivent. Bastonnade, criminalité, empoisonnement, tromperie. Mais on reste la bouche fermée. Elles ne doivent pas parler. Elles sont bâillonnées. Toute l'Afrique, on doit résoudre cette affaire-là. On doit résoudre, Marcelo doit nous dire où est-ce qu'il a amené la femme de Blanche. Il a amené Blanche. Est-ce qu'elle a découvert qu'il trompait, il a trompé et pour faire taire l'affaire, il a empoisonné? Est-ce que c'est une affaire de BBL? Est-ce que c'est une élimination? Donc, autant de choses, autant de questions qui se posent. Les audios ne font que sortir. Les choses ne font que sortir. Et il faut que la justice congolaise intervienne parce que ces faux pasteurs-là, je vous dis que là, c'est celui-là, on a su le démasquer. Sa secte en train de le lâcher. Combien de femmes sont décédées par assassinat, par empoisonnement, parce qu'elles ont découvert ce qu'il ne fallait pas découvrir et elles ont voulu quitter le système. Et comme le système là, c'est la mafia, on ne sort jamais, mais on ne sort que quand on est éliminé. Blanche, elle est en train de mener son enquête. Cette dame-là avait un esprit fort. Ça va chauffer, messieurs et dames.
Vous les femmes des pasteurs, sortez du silence. Vous les femmes des pasteurs, sortez du silence. Ce sont des criminels, ces gens-là. Regardez comment vraiment les choses ne font qu'aller. C'est-à-dire que de jour en jour, c'est... Non, je suis surpris, hein, messieurs et dames. Je suis surpris de la tournure que cette histoire est en train de prendre. Ça, je vous dis, je suis surpris de la tournure que l'histoire est en train de prendre. Et la famille aussi derrière. Et là, c'est le peuple africain qui se lève. J'ai regardé ça ce matin, on m'a envoyé des vidéos où les gens sont en train de se lever pour dire que justice pour Blanche. Merci beaucoup, peuple africain. Mon combat porte des fruits, vous allez comprendre. Tous ces pasteurs-là, vous allez comprendre. Esther Tounassi, là où tu es parti mettre tes pieds là, tu es sûr que tu vas tenir? Tu es sûr que tu vas pouvoir gérer la situation? Tu es sûr de ça? Tu rencontres un homme qui vient de perdre sa femme. Du tic au tac, il veut déjà faire de toi son épouse, alors que sa femme est décédée il y a à peine un an là. Tu ne trouves pas que c'est suspect? Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Tu n'as que 35 ans, tu es jeune et belle. Tu n'as pas trouvé un homme de ton âge qui n'a pas d'enfant dans les parages. Pourquoi tu t'es senti obligé de te marier avec quelqu'un qui a un certain âge, jusqu'à il a 4 gosses dans la maison et sa femme vient juste de décéder? On peut faire ça. Quand on dit que la femme est l'ennemi de la femme là, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister là. On peut faire ça. C'est quel genre de désespoir qui habite souvent les cerveaux de certaines femmes? Eh Seigneur. Eh Seigneur. C'est quel genre de désespoir qui habite souvent les cerveaux de certaines femmes là dehors. Le monsieur, il était marié pendant des années. Et avec tout ce qui s'entend là, la femme était même malheureuse. Elle a passé son temps à se plaindre. Elle était persécutée. Elle était dérangée, mes chéris. Non seulement par son mari, qui n'est pas un homme sage, mais aussi par sa belle famille, qui est une belle famille toxique. La maman tenait les commandes du foyer de Blanche Tounassi. Le monsieur avait tendance à faire les choses dans le dos de sa femme. En un mot, ça veut dire que la colère, la rage que les parents du pasteur Marcelo Tsunami avaient vis-à-vis de Blanche Tounassi, c'est lui qui alimentait ça en fait. Il y a des hommes, vous êtes mariés avec eux. Tu auras l'impression que ta belle famille te déteste jusqu'à le feu sort. Des fois, c'est ton mari qui alimente ça. Parce que les audios qu'on entend là, si tout ce qui s'entend là est vrai, Esther Tounassi, tu es sûr que tu as mis les pieds au bon endroit. On ne vous appuie pas l'œil. Vous n'avez pas des sœurs pour vous conseiller? Si tu n'as pas de sœurs, abonne-toi à ma page. Je vais te donner les conseils. Aimez-vous en fait? À quel moment une jeune femme belle, classe sexy, de 35 ans va aller se marier à un vieux crocodile de la cinquantaine passée? Tu n'as pas encore d'enfant. Le monsieur, il vient de perdre sa femme. Et toi, tu peux t'engager comme ça? On peut faire ça. On peut faire ça. Tu étais désespéré à ce point. Les larmes que maman Blanche a fait couler dans cette relation. Fais attention parce que ça peut t'éclabousser. Les larmes là peuvent t'éclabousser. J'espère que tu n'étais pas là avant le décès de cette femme. J'espère ça pour toi. J'espère que tu n'étais pas là. J'espère qu'il t'a vraiment rencontré après, par rapport à ce qu'on nous a dit là. J'espère. Parce que s'il t'a rencontré avant et que du jour au lendemain tu es rentré comme ça là, quand la sentence va tomber, tu auras ta part de persécution. Dieu existe. Dieu n'est pas mauvais. On veut nous faire croire que Dieu est mauvais. Moi, je sais que Dieu est juste. Dieu n'est pas mauvais. Cette dame-là, tout ce qui s'entend là, on peut faire ça. On l'a mis en haut comme ça aux yeux du monde. Donc en bas là-bas, c'était l'enfer. Et les femmes, apprenons à parler. Refusons de porter les bagages de nos maris toxiques. Refusons d'être complices de nos maris toxiques. Parce que tout ce qu'on entend là, ça c'est après le décès. Si seulement on savait ça quand elle était vivante, les gens n'allaient pas envier, Seigneur. Seigneur, les gens n'allaient pas envier. On est en train de parler d'un homme qui nous a fait croire que sa femme était son idole, sa femme était son modèle, sa femme était l'élu de Dieu dans sa vie. Et pourtant, du jour au lendemain, en moins d'un an, il ne s'est pas gêné de la remplacer par une autre. Logiquement, quand tu as vraiment aimé une personne, que personne ne vienne me dire le contraire, tu ne t'engages pas comme ça en 2, 4, 6 en fait. Tu ne t'engages pas comme ça en 2, 4, 6. Donc cette femme n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée. Elle vivait la souffrance. Mais qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa famille pour supporter tout ça, Seigneur? Parce que souvent, ça vient de nos familles. Des fois, dans ta famille, tu es rejeté. Dans ta famille, tu n'as jamais reçu la place qu'un enfant doit avoir. C'est pour ça que certaines femmes vont s'accrocher à un genre de gourou là-dehors. Si tes propres parents ne te considèrent pas, si tes propres parents ne te mettent pas à la place que tu dois être là, à quel moment tu vas sortir d'une relation où l'homme te fait souffrir? On peut faire ça. Donc, j'espère pour toi, Esther Tounassi, que tu n'étais pas là avant le décès de Maman Blanche. Parce que si seulement tu étais là, quand la sentence va tomber, ma soeur, ma petite soeur, ça va t'éclabousser. Ne venez pas nous parler de Dieu ici, hein, parce que nous tous on prie.
Nous tous on prie. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les églises un genre et genre. Ou bien on ne prend pas le micro pour prêcher un genre et genre. Nous tous on prie. On connaît Dieu dans nos cœurs. On sait que Dieu là, il interdit le mal en fait. Mais ce que vous êtes en train de faire là, moi je considère que c'est le mal. Regarde comment tu es belle, Esther. Tu es une belle femme, tu brilles, tu as de l'éclat. Tu te mets avec quelqu'un qui va t'assombrir. Il y a des gens qui font les captures d'écran, on est en train de te caricaturer partout. Jusqu'à on t'a même donné l'étiquette de démon. Pourquoi? Parce que tu es collé à une personne qui est peut-être un démon. Eh Seigneur, protège mes enfants. Que Dieu protège mes enfants, oh Seigneur. Parce que c'est trop en fait. C'est trop. Comment sont les femmes aujourd'hui? Donnez de l'amour à vos enfants. Ça va éviter que les enfants partent se mettre avec des hommes qui ne connaissent pas la valeur des femmes. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la valeur. Pourquoi? Parce que dans les bras de leur propre maman, ils sont traités comme des objets. Une maman qui manipule son enfant. À quel moment cet enfant va aimer? Il va manipuler pour faire plaisir à sa maman. Il doit montrer à sa mère qu'il est un bon enfant. Il doit montrer à sa mère qu'il mérite l'amour de sa mère. Et beaucoup de pervers narcissiques sont victimes de ce genre de parents. Mes chéris, prions pour nos enfants. Oh. Prions pour nos enfants, oh Seigneur, parce que c'est trop. C'est trop. Mais bon, nous on ne fait que parler, en espérant que ça va rentrer dans les oreilles des personnes qui doivent l'entendre, d'accord? Donc vous partagez la vidéo, ok? Esther Tounassi, faut bien écouter ma vidéo. Tu l'écoutes et tu la réécoutes. Tu mérites mieux qu'un vieux crocodile qui a passé la cinquantaine et qui a déjà 4 gosses alors que toi tu n'as même pas encore un enfant. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est quel genre de désespoir ça? Si c'est toi qui avais 4 gosses, il n'allait jamais te prendre. Il n'allait jamais te prendre. Est-ce que tu as vu le truc? On te prend, tu vas maintenant rentrer dans un foyer, un genre. Jusqu'à l'étiquette, un genre va te coller. On peut faire ça. Mais bon, quand nous on parle, on va dire que... Mes abonnés sautés, le pasteur Marcelo vient de mettre la honte sur la famille de Maman Blanche en cassant tous les papeaux qui étaient en dessous de la table. Hier, le pasteur Marcelo a révélé que la famille de Maman Blanche lui faisait du chantage sur prétexte que s'il ne donnait pas 800 000 $, ils allaient diffuser des audios de Maman Blanche qu'ils avaient dans leur téléphone. Donc le pasteur Marcelo a révélé que lui ne peut pas partager ses biens, pourtant il est encore vivant. Et que lui d'abord, il les avait d'abord proposé 250 000 $ qu'ils avaient refusé. Eux-mêmes, ils ont donné en présence de l'avocat du pasteur Marcelo, ils ont dit qu'eux veulent 800 000 $ ou rien, les abonnés. Donc, c'est pour ça, comme le pasteur Marcelo a refusé de leur donner 800 000 $ là, c'est pour ça qu'ils sont sortis sur la toile pour faire tout ce tapage, pour mettre les audios, pour aussi dire que non, que oh, leur fille a été assassinée, pour dire que oh, il y a des plein de choses, mes abonnés, actuellement je vous parle là, c'est versé sur la famille de Maman Blanche, vu que le pasteur Marcelo vient de casser le papeau. Et les gens ont commencé à dire que oh, dans cette vie là, quand il y a une histoire, il faut toujours écouter les deux parties. Parce que la première personne peut venir parler. Mais quand tu écoutes la deuxième personne, franchement, toi-même tu es dépassé. C'est ça, on est là. Hier, quand le pasteur Marcelo a révélé qu'on lui faisait subir un chantage, oui, il nous a de 800 000 €, tout le monde était assis par terre. Et puis on était choqués. Mes abonnés, voilà ça. Comment vous voyez cette histoire-là? Est-ce qu'après avoir perdu leur fille, la famille de Maman Blanche mérite réellement ces 800 000 $ ou pas? Donnez-moi vos avis dans les... Marcelo assassin, Marcelo criminel, il mérite la prison. Justice pour Maman Blanche. Président Tshisekedi, le peuple vous regarde. Ça, ce sont les cris de la diaspora africaine qui a marché aujourd'hui à Paris. Même les oubliés, les fous, les clochards ont crié justice pour Maman Blanche. Pasteur Marcelo, je suis votre sœur bien-aimée. Je veux juste que vous compreniez, le peuple réclame que vous répondez devant la justice. Pour le peuple, l'heure de l'impunité est terminée. Justice pour Maman Blanche, c'est justice pour vous, pasteur, et pour nous. Pour le Koliandi. Mais déjà pour savoir, j'aimerais bien savoir pourquoi tu es habillé comme ça, comme Maman Blanche, 100% Maman Blanche. Et puis tu as, comment je peux dire, tu as les ressemblances avec Maman Blanche. Comment ça? Maman Blanche, c'est une mère, c'est une sœur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour spécial. Très bien. Marche de Maman Blanche. Donc je suis la petite sœur de Maman Blanche. Ah bon? Oui, je suis la petite sœur de Maman Blanche. Alors ça veut dire que tu es la petite sœur de Maman Blanche. Ça veut dire que tu dois partir à la famille de Maman Blanche. Exactement. Je fais partie de la famille Kondolo. Famille Kondolo. Exactement. Ah bon? Oui. Et la semaine, Blanche m'a apparu et elle m'a dit, tu dois me représenter. Alors, je lui ai dit, comment veux-tu que je te représente? Voilà. Elle m'a dit, tu vas t'habiller comme moi, exactement comme moi. Ah bon? Que cela, ça puisse rester à la mémoire des gens. Voilà. Ah, en fait, et pour toi, ça veut dire la mort de Maman Blanche, c'est pas morte normale. Non, nous Koliandi, c'est pas une mort normale. Ma sœur n'est pas morte comme ça. Non, c'est pas normal. Son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier et donc il y a justice.
La vérité doit triompher. On doit voir clair. On doit voir la transparence. Le monde entier doit voir la transparence. Depuis la mort de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo Tunasi, les rues n'ont plus jamais été les mêmes. Les gens en avaient assez du silence, assez des mensonges, assez des faux sourires de ceux qui prétendaient servir Dieu mais qui, dans l'ombre, dissimulaient des secrets trop lourds. Tout a commencé par des murmures, dans les familles, dans les salons, dans les discussions entre amis. Chacun se demandait pourquoi aucun certificat de décès clair n'avait été présenté, pourquoi le pasteur se murait dans un silence froid, pourquoi les autorités détournaient les yeux. Peu à peu, ces murmures sont devenus des cris, et ces cris se sont transformés en marche, une marche qui a pris naissance à Paris, au milieu de la diaspora congolaise fatiguée de subir et décidée à faire entendre sa voix. Ils sont sortis par centaines, puis par milliers. Des hommes en colère, des femmes portant les photos de Maman Blanche, des jeunes avec des pancartes griffonnées à la hâte, tous répétaient les mêmes mots, les mêmes accusations. Où est la vérité? Les rues de Paris résonnaient des slogans lancés par des poitrines serrées de douleur et de rage. Certains avaient imprimé le visage du pasteur Marcelo sur de grandes affiches qu'ils piétinaient ou brûlaient sous les yeux des passants choqués. D'autres brandissaient des bougies en mémoire de la défunte, mais leurs larmes se mêlaient vite à la colère, parce qu'au fond d'eux ils savaient qu'on les prenait pour des naïfs. La police française tentait de contenir la foule, mais personne n'écoutait. Les CRS formaient des lignes, casques baissés, boucliers levés, mais la colère débordait comme une rivière sortie de son lit. Les cris fusaient, les chants congolais s'élevaient, et certains lançaient même des pierres contre les vitrines des commerces, juste pour que la ville entière comprenne que ce n'était pas une marche ordinaire, que ce n'était pas une simple manifestation. C'était un cri de douleur collectif, un cri pour Maman Blanche, un cri contre l'impunité. Les passants s'arrêtaient, certains filmaient avec leur téléphone, d'autres demandaient qui était cette femme, pourquoi cette foule parlait avec autant de rage. On leur répondait toujours la même chose. On veut la vérité, on veut savoir pourquoi elle est morte, on veut voir les vrais papiers, pas les faux documents qu'on veut nous imposer. Et plus les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, plus la manifestation prenait de l'ampleur. Les lives se multipliaient. Des gens en Afrique regardaient depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, depuis Lubumbashi, et commentaient avec fureur, partageaient avec indignation. Paris devenait l'épicentre d'une tempête qui dépassait les frontières. Le visage de Marcelo apparaissait sur tous les écrans, mais cette fois ce n'était pas celui du pasteur adulé qu'on voyait dans des grandes conférences ou sur des affiches d'église. C'était un visage piétiné, brûlé, insulté. Les slogans répétaient son nom comme une condamnation, et chaque fois qu'il était prononcé, c'était comme une gifle jetée à son image de saint homme. Dans les cafés parisiens, des Français discutaient à voix basse, certains choqués par la violence, d'autres fascinés par la détermination de cette diaspora qui refusait de se taire. Et au milieu de tout ça, la douleur restait là, immense. On disait que Maman Blanche avait donné toute sa vie à son mari, qu'elle avait été fidèle, discrète, une femme qui priait en silence, qui portait les fardeaux sans jamais se plaindre. Alors pourquoi avait-elle été enterrée si vite? Pourquoi sa famille n'avait pas pu voir son corps? Pourquoi ce silence qui étouffait tout le monde? Chaque pas dans la rue était une réponse à ces pourquoi. Chaque cri lancé contre le ciel était une manière de dire « Nous n'oublierons pas. Nous ne pardonnerons pas sans vérité ». La marche ne ressemblait plus à une marche, c'était devenu une masse en mouvement, un torrent humain qui emportait tout sur son passage. Les drapeaux congolais flottaient dans le vent froid de Paris, mais ce n'était pas seulement le symbole d'un pays, c'était le cri d'une diaspora blessée qui refusait de se laisser écraser par le silence des autorités et les manipulations d'un homme qu'ils avaient un jour acclamé comme un guide spirituel. On voyait des jeunes filles pleurer, serrer contre leur poitrine la photo de Maman Blanche comme si elle tenait une sœur, une mère, une amie. On voyait des hommes enragés frapper le sol du pied à chaque slogan, jurant qu'ils n'allaient pas s'arrêter tant que la vérité n'éclaterait pas. Paris n'avait pas l'habitude de ce type de douleur, une douleur importée, une douleur qui ne connaissait pas de frontières, une douleur qui transformait une rue étrangère en prolongement de Kinshasa. Les commerçants baissaient les rideaux, les passants s'écartaient, mais rien ne pouvait éteindre cette énergie. Les visages étaient marqués par la fatigue et par la colère, mais aucun ne voulait quitter la rue. Les femmes âgées, voilées de foulards colorés, criaient plus fort que les jeunes. Elles répétaient que Marcelo avait trahi, qu'il avait pris le peuple pour des moutons. Elles rappelaient que Maman Blanche avait toujours été une présence silencieuse, une épaule, une ombre discrète qui tenait la maison et le ministère du pasteur pendant que lui voyageait et se présentait comme une star. Et maintenant, après sa mort, il n'offrait rien, pas une preuve, pas une explication, rien que des sourires forcés et un nouveau mariage qui insultait la mémoire de celle qui avait tant donné. Les chants montaient, certains rythmaient des tambours improvisés avec des bidons, d'autres tapaient sur des casseroles, et la foule vibrait comme un seul cœur. On entendait des voix graves, rauques, des voix de femmes cassées par les larmes, des voix d'enfants qui reprenaient sans comprendre toute la douleur qui les entourait. Les policiers resserraient leurs rangs, les sirènes hurlaient, mais personne ne reculait. On jetait de la farine en l'air, on dessinait des croix rouges sur les murs avec des bombes de peinture, comme pour dire que Paris devait aussi porter ce deuil,
que Paris devait devenir le théâtre d'une vérité qu'on refusait d'entendre ailleurs. Dans les réseaux sociaux, ça bouillonnait. Les hashtags en lingala, en français, en anglais, envahissaient Twitter et Instagram. On voyait des vidéos d'anciennes prédications de Marcelo, juxtaposées avec les images des manifestations, et le contraste frappait les consciences. L'homme qui parlait de sainteté et de sacrifice, et la foule qui le traitait d'assassin et de menteur. Des journalistes commençaient à arriver, micro en main, caméra pointée sur la foule, mais chaque fois qu'on leur tendait une question, les réponses explosaient en un flot de rage incontrôlable. On veut les vrais papiers, pas les mensonges. La vérité doit sortir. Marcelo doit répondre. Au loin, les cloches d'une église sonnaient, comme pour rappeler l'ironie de la scène. On marchait contre un pasteur devant les murs d'une capitale étrangère. On criait le nom de Jésus tout en jetant des pierres. On pleurait une femme qui n'avait jamais voulu autre chose que la paix, et pourtant on semait la tempête. Mais la foule s'en moquait, parce que pour elle il n'y avait plus de contradiction, il n'y avait qu'un seul but, que la vérité éclate, que le mensonge tombe, que le monde sache que Maman Blanche n'était pas morte d'une simple maladie, qu'il y avait autre chose derrière ce silence qui pesait comme une pierre sur les cœurs. La nuit s'était installée, lourde et glaciale, mais au lieu de disperser la foule, elle semblait lui donner une nouvelle force. Les visages disparaissaient dans l'obscurité, mais les cris, eux, résonnaient plus fort encore. On distinguait des silhouettes brandissant des pancartes, des mains levées serrant des bougies vacillantes, des poings fermés qui se levaient vers le ciel comme pour défier à la fois les autorités terrestres et la justice divine. Certains avaient dessiné des slogans sur des draps blancs qu'ils traînaient derrière eux. Vérité pour Maman Blanche, Marcelo assassin, Dieu ne dort pas. Les mots s'entrechoquaient dans le vent froid de Paris, transportés d'une rue à l'autre comme des échos impossibles à contenir. Au milieu de cette marée humaine, des visages fatigués se tenaient droits, la douleur gravée dans leurs traits. Des femmes âgées, tremblantes mais obstinées, criaient jusqu'à perdre la voix, répétant les mêmes phrases encore et encore comme une litanie. On ne va pas se taire, on ne va pas accepter, on veut savoir la vérité. Leurs mains ridées serraient les photos de Maman Blanche, et leurs yeux rougis fixaient l'horizon comme si, au bout de cette marche, elles espéraient voir surgir une réponse, un signe, quelque chose qui vienne apaiser leur tourment. Plus loin, des jeunes s'étaient regroupés autour d'un tambour improvisé. Le rythme battait comme un chœur collectif, régulier, entêtant. Chaque coup résonnait dans la poitrine de la foule, chaque battement donnait l'élan à un nouveau slogan, et ensemble, ils formaient une mélodie de révolte qui semblait réveiller toute la ville. Les passants s'arrêtaient, certains applaudissaient, d'autres filmaient, mais tous comprenaient que ce n'était pas une marche ordinaire. C'était une plainte transformée en tempête, un deuil transformé en combat. Les forces de l'ordre, fatiguées elles aussi, tentaient de maintenir une ligne, mais elles se heurtaient à une détermination qu'elles n'avaient pas prévue. Chaque fois qu'un cordon de policiers essayait de bloquer une rue, la foule se divisait, contournait, se reformait plus loin. C'était comme une eau qu'on essayait de contenir avec des mains. Elle passait toujours, trouvant son chemin. Des ordres secs claquaient dans les radios, des boucliers brillaient sous les lampadaires, mais la foule avançait quand même, portée par une seule obsession, que Marcelo soit obligé de répondre. Et dans cette nuit brûlante, malgré le froid, les réseaux continuaient de s'enflammer. Les vidéos en direct montraient des visages en sueur, des yeux en larmes, des poings levés. Les commentaires s'accumulaient, venant du Congo, d'Angola, de Belgique, du Canada, de partout où des Congolais vivaient en exil. Les uns écrivaient « Tenez bon, nous sommes avec vous ». D'autres lançaient des malédictions contre le pasteur, accusant son silence d'être une confession. La rumeur enflait, se nourrissait de chaque image, de chaque cri, et plus elle enflait, plus Marcelo devenait petit, acculé, enfermé dans une image qui s'effritait seconde après seconde. Le nom de Maman Blanche, lui, devenait un drapeau. Dans chaque bouche, il sonnait comme une prière, comme une revendication. « Pour Maman Blanche !» criaient les jeunes. « Pour Maman Blanche !» répondaient les anciens. C'était comme si cette femme, silencieuse de son vivant, absente désormais, reprenait vie dans le souffle de cette foule. Sa mémoire devenait arme, sa mort devenait feu. Et chaque pas résonnait comme une promesse. On ne laisserait pas cette histoire s'enterrer dans l'oubli, on ne laisserait pas cette femme disparaître une seconde fois sous les mensonges et la lâcheté. Les bougies tremblaient dans le vent, certaines s'éteignaient, mais toujours une autre main venait en rallumer une, comme pour dire que rien, pas même la nuit, ne pouvait éteindre cette révolte. On marchait, encore et encore, les jambes lourdes mais le cœur brûlant. Des chants de deuil se mêlaient aux cris de rage, et ce mélange étrange, presque sacré, donnait à la scène une intensité que même les policiers n'osaient plus briser de front. Et quelque part, dans un appartement parisien, on disait que Marcelo regardait les images en direct. Que ses yeux, d'ordinaire pleins d'assurance, s'étaient voilés de peur. Que sa main tremblait en tenant son téléphone. Il savait que cette foule n'allait pas s'arrêter. Il savait que ce soir, ce n'était plus seulement Maman Blanche qu'on pleurait, c'était lui qu'on jugeait, c'était son nom qu'on brûlait, c'était sa réputation qu'on enterrait vivante sous les slogans. Et il comprenait, peut-être trop tard,
qu'aucun silence ne suffirait plus à étouffer ce cri qui désormais avait traversé l'Atlantique pour exploser au cœur de Paris. La nuit avançait, mais la foule ne faiblissait pas. Au contraire, on aurait dit que plus les heures passaient, plus la colère grandissait, plus les voix se déchiraient pour se faire entendre. Les tambours battaient encore, les slogans ne cessaient pas, et le nom de Maman Blanche roulait de bouche en bouche comme une vague infinie. Paris n'avait peut-être jamais connu une telle détermination, une telle persistance, une telle fusion de douleur et de rage. Des familles entières étaient là, avec leurs enfants endormis dans des poussettes, des jeunes qui s'étaient jurés de ne pas quitter la rue tant que les autorités n'annonceraient pas une enquête officielle, des vieillards qui tenaient debout uniquement par fierté et par honneur, refusant de s'asseoir, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. Chaque rue qu'ils traversaient devenait un théâtre, chaque carrefour un point de tension. Les sirènes de police hurlaient dans le lointain, les gyrophares bleus et rouges gébraient les façades, mais le cortège continuait, défiant tout, défiant même la fatigue. Les policiers avaient fini par former un mur humain, bouclier levé, casque brillant dans la lumière des réverbères. Pendant quelques secondes, le silence était tombé, lourd, étouffant, comme si tout le monde retenait son souffle. Puis un cri s'était élevé du fond de la foule, un cri si fort, si tranchant, qu'il avait brisé la tension comme un coup de tonnerre, vérité pour Maman Blanche. Et immédiatement, la marée humaine avait repris en chœur, des centaines de voix hurlant ces mots qui claquaient contre les boucliers des CRS comme des coups. Les policiers, tendus, s'étaient préparés à disperser la foule, mais un détail les avait arrêtés. Ce n'était pas une manifestation banale, ce n'était pas une simple foule en colère, c'était une communauté entière qui portait le deuil et la rage en même temps. Les femmes âgées étaient au premier rang, foulard coloré sur la tête, mains levées vers le ciel, criant de toute leur force. Derrière elles, les jeunes tapaient sur les tambours et scandaient sans relâche. C'était presque religieux, une sorte de procession funèbre devenue rébellion. Et dans ce mélange étrange, même les forces de l'ordre semblaient hésiter à charger, comme si elles sentaient que briser cette foule, c'était briser une douleur trop profonde pour être dispersée à coups de matraque. Les minutes passaient, puis les heures, et les réseaux sociaux continuaient de s'enflammer. Les directs montraient des visages en sueur, des larmes qui coulaient, des pancartes brandies vers le ciel. Les commentaires s'empilaient par milliers, certains encourageaient, d'autres appelaient à la prudence, mais tous étaient d'accord sur un point, quelque chose d'énorme était en train de naître à Paris. Une vérité étouffée au Congo explosait désormais en Europe. Et Marcelo, qu'il le veuille ou non, allait devoir répondre. Dans la foule, certains prenaient la parole, improvisant des discours avec des mégaphones. Des voix graves dénonçaient le silence des autorités congolaises, d'autres accusaient la complicité du gouvernement français, qui fermait les yeux tant que l'affaire ne menaçait pas directement ses intérêts. Les plus jeunes parlaient avec rage, les plus âgés avec tristesse, mais chaque mot, chaque phrase ajoutait de l'huile sur le feu. On rappelait que Maman Blanche n'avait jamais eu droit à des obsèques dignes, que son corps avait été enterré à la hâte, que sa famille n'avait même pas pu vérifier les causes de sa mort. Et chaque détail jeté à la foule déclenchait un nouveau cri, une nouvelle vague de colère, un nouveau serment de ne pas s'arrêter. Des bougies continuaient de s'allumer, une mer de petites flammes qui illuminaient les visages sombres de la diaspora. On aurait dit un ciel étoilé posé sur la terre, un ciel en deuil, un ciel en colère. Des chants religieux s'élevaient parfois, déchirants, et résonnaient comme des prières détournées, des prières adressées à Dieu pour qu'il fasse éclater la vérité. Mais tout de suite après, les slogans reprenaient, plus violents, plus tranchants, et ce va-et-vient entre la prière et la rage donnait à la marche une intensité unique, comme si la foule oscillait entre le pardon impossible et la justice réclamée par tous. Et quelque part, dans une pièce fermée, Marcelo observait encore. Ses proches lui disaient de rester calme, de ne pas réagir, que ça passerait, que la colère finirait par s'essouffler. Mais lui, au fond de lui, sentait que ce n'était que le début. Car on ne pouvait pas arrêter un peuple quand il se levait pour réclamer la vérité. On ne pouvait pas éteindre une douleur devenue collective, une douleur qui s'était transformée en flamme. Le froid pénétrait jusque dans les os, mais personne ne semblait le sentir. La foule avançait encore, compacte, bruyante, inarrêtable. Les bougies éclairaient les visages d'une lumière tremblante, donnant à la marche des airs d'enterrement qui s'étaient transformés en rébellion. Des femmes pleuraient à haute voix, sanglotant le nom de Maman Blanche comme si elle avait été leur propre mère. Des jeunes levaient leurs poings en rythme avec les tambours, jurant qu'ils ne quitteraient pas la rue tant qu'ils n'auraient pas la vérité. On sentait la rage vibrer dans l'air, une rage qui réchauffait les corps mieux que n'importe quel manteau, une rage qui transformait la douleur en force. Au carrefour d'une grande avenue, un groupe s'était arrêté. On avait déplié une immense banderole sur laquelle on pouvait lire en lettres rouges « Justice pour Maman Blanche ». Les passants s'arrêtaient, prenaient des photos, certains applaudissaient, d'autres restaient figés, impressionnés par la puissance de ce spectacle. Ce n'était plus seulement une manifestation, c'était devenu une scène, un théâtre de la colère où chaque participant jouait son rôle avec sincérité et intensité. Des chants jaillissaient, repris en chœur par toute la foule, des chants en lingala, en français,
mélangeant la prière et l'accusation, le deuil et la révolte. Les policiers observaient, nerveux. Ils savaient que la situation pouvait déraper à tout moment, mais ils sentaient aussi que la moindre provocation pouvait déclencher une explosion incontrôlable. Alors ils restaient là, immobiles, boucliers levés, attendant des ordres, tandis que la foule continuait à gronder. Certains policiers baissaient même les yeux, comme s'ils comprenaient, malgré leur uniforme, la douleur qui poussait ces gens à braver le froid et la nuit. Sur les réseaux sociaux, la marche devenait virale. Des influenceurs africains partageaient les images, des chaînes locales reprenaient les vidéos en direct, et partout, le nom de Maman Blanche apparaissait comme une flamme qu'on ne pouvait plus éteindre. Dans les salons de Kinshasa, les familles regardaient ces images avec des yeux écarquillés. On disait « Regardez nos frères à Paris, ils se battent pour la vérité ». On disait aussi « Marcelo ne pourra plus se cacher ». Et chaque partage, chaque commentaire ajoutait du poids à la marche, comme si la diaspora n'était plus seule, comme si le Congo tout entier était descendu dans la rue par procuration. La tension montait encore. On entendait des slogans plus violents, des insultes criées à plein poumon, des accusations lancées comme des flèches contre le pasteur. Des portraits de Marcelo étaient arrachés, déchirés, brûlés devant les caméras. Les flammes dévoraient son visage imprimé sur le papier, et chaque fois qu'un portrait s'embrasait, la foule explosait en cris, en applaudissements, en hurlements de rage. C'était comme un procès public, un jugement sans tribunal, un verdict prononcé par la rue. Et au milieu de tout cela, une voix s'éleva, différente, plus calme, mais plus tranchante encore. C'était une vieille femme, courbée, soutenue par deux jeunes, qui tenait un micro relié à un haut-parleur. Sa voix tremblait, mais chaque mot était une gifle. « J'ai connu Maman Blanche. Je l'ai vue, je l'ai entendue, je sais ce qu'elle a enduré. Et je vous dis aujourd'hui, on ne peut pas laisser son nom être effacé par le mensonge. Elle a souffert pour cet homme, elle a tout donné pour lui, et voilà comment il l'a remercié. » Un silence s'était abattu sur la foule. Les tambours s'étaient tus, les cris s'étaient arrêtés, et pendant quelques secondes, on n'entendait plus que cette voix tremblante. Puis, comme une vague qui reprend son souffle avant de se briser, la foule avait explosé à nouveau, encore plus forte, encore plus violente. Les larmes coulaient sur les joues, les poings se levaient plus haut, et le nom de Maman Blanche résonnait comme un tonnerre dans la nuit parisienne. Marcelo, où qu'il soit à cet instant, devait sentir que quelque chose se brisait définitivement. Ce n'était plus une rumeur qu'il pouvait ignorer, ce n'était plus un petit groupe qu'il pouvait faire taire. C'était une foule enragée, une diaspora debout, un peuple qui n'avait plus peur de dire son nom et de réclamer sa tête. Et à ce stade, il n'y avait plus de retour possible. La foule avançait encore, poussée par une énergie qui semblait inépuisable. Le bitume résonnait sous leurs pas, comme si chaque semelle frappait la route avec le poids d'un verdict. On aurait dit une marée noire, humaine, déferlant sur Paris, engloutissant les places, les avenues, les boulevards. Les bougies continuaient de brûler, les pancartes tremblaient dans les airs, et les slogans s'arrachaient aux poitrines avec une intensité qui donnait des frissons. Vérité! 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 Ce mot claquait comme un coup de fouet, rebondissait contre les murs, entrait dans les appartements, forçait les fenêtres fermées à écouter. Les passants qui ne savaient rien de cette histoire s'arrêtaient, demandaient, s'informaient. Et à chaque explication, leurs yeux s'agrandissaient. Une femme morte sans certificat clair, un enterrement expédié, un mari pasteur devenu riche et puissant, une famille ignorée, une diaspora qui se soulève pour réclamer justice. Les étrangers découvraient l'affaire avec sidération, et certains, pris dans l'énergie de la foule, se joignaient au cortège, criant eux aussi un nom qu'ils ne connaissaient pas quelques heures plus tôt, Maman Blanche. Le froid mordait les joues, mais la chaleur des corps, des cris, des flammes tenaient la foule debout. Les tambours improvisés ne s'arrêtaient plus, comme un cœur géant qui battait au rythme de la colère. Les plus jeunes escaladaient des lampadaires, accrochaient des drapeaux, inscrivaient à la peinture rouge des mots de rage sur les murs, justice, trahison, mensonge. On avait l'impression que la ville elle-même, pierre après pierre, se couvrait de cicatrices au nom de Maman Blanche. Et puis, un moment étrange. Dans un silence inattendu, une femme entonna un chant de deuil en lingala. Sa voix pure s'éleva au-dessus de la foule, douce et déchirante à la fois. Les autres suivirent, reprenant en chœur, et soudain la rue entière se transforma en cathédrale. Les cris cessèrent, les poings se baissèrent, et pendant quelques minutes, Paris entendit une prière chantée pour une femme absente, une femme dont le nom brûlait dans toutes les bouches. Les policiers eux-mêmes, surpris, baissèrent un instant leurs boucliers, comme hypnotisés par la force de ce chant. Mais le calme ne dura pas. À peine le chant terminé, la colère reprit, encore plus forte, comme si la prière avait nourri la rage. Des slogans fusèrent, plus violents, plus durs, visant directement Marcelo. Son nom était crié comme une accusation, une malédiction. Des jeunes brandissaient son portrait en le piétinant, d'autres brûlaient ses affiches. L'odeur du papier brûlé se mêlait à l'air glacé,
et la lumière des flammes illuminait des visages crispés par la fureur. Dans les réseaux sociaux, l'image tournait en boucle, un portrait en feu, une foule en larmes, des cris de rage. Les commentaires affluaient. Marcelo ne peut plus fuir. Il doit rendre des comptes. Justice pour Maman Blanche. Et chaque nouveau partage donnait plus de force à cette marche qui semblait ne jamais vouloir finir. Quelque part, dans son silence doré, Marcelo devait trembler. Il savait que cette foule n'allait pas se calmer. Il savait que le nom de Maman Blanche était désormais plus fort que le sien, plus puissant que toutes ses prédications, plus brûlant que tous ses discours. Il savait qu'un peuple entier, même loin de chez lui, s'était levé contre lui. Et dans ce tumulte, il comprenait peut-être, trop tard, qu'on ne trahit pas une mémoire, qu'on n'enterre pas un cœur sans que des milliers d'autres ne se lèvent pour réclamer la vérité.